Chaque jour qui passe devient crucial pour les acteurs politiques béninois et pour cause, les élections législatives de janvier 2023 approchent à grands pas. Depuis le 2 novembre 2022, 8 partis politiques ont déposé leur liste de candidature à la Sénat, une étape déterminante dans la course vers l'Assemblée nationale. Une liste est forcément le fruit d'une sélection motivée par plusieurs facteurs. Et puisqu'il s'agit d'une sélection, il n'est pas évident que tout le monde soit contenté, d'où des grincements de dents entendus dans les coulisses de certains partis politiques après la sortie des listes. Fidèle ami internaute de Guérit TV Monde, bonjour et bienvenue sur l'émission La Vraie Version. Nous restons collés à l'actualité politique nationale du moment et pour en parler, nous recevons comme invité un jeune très engagé en politique depuis plusieurs lunes. Aujourd'hui, il milite au sein du bloc républicain et est membre de la Sentinelle républicaine. Son nom est Constantin Kokou Missimaou Amoussou. Écrivain de profession, il est affectueusement appelé le député des pauvres à Togoudo. Et là, nous sommes à Boumé-Calavi, commune de la 6e circonscription électorale. Constantin Amoussou, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir sur cette émission de Guérit TV Monde, le leader des web TV. Avant de continuer, regardez ceci. Dans le cadre des législatives du 8 janvier 2023, Guérit TV Monde se rapproche de ses abonnés et internautes. Le leader des web TV installe donc ses antennes régionales dans tous les départements du Bénin. Pour vos différentes activités, plus de soucis à vous faire. Pour plus d'informations, appelez le 229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. De retour sur ce plateau, Constantin Amoussou, nous n'allons pas vous recevoir ici sans parler un peu de votre passé, puisque bon, on sait que Constantin Amoussou, c'est quand même, il y a encore quelques années, l'homme qui n'était pas forcément en odeur de sainteté avec le régime du président Patrice Talon. Aujourd'hui, vous êtes membre du bloc républicain, ce qui veut dire que vous voyez les choses autrement. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, merci bien. Bon, 2 années se sont écoulées, 2 années et demie, et j'ai eu l'occasion de long en large d'expliquer cela. Mais je pourrais revenir rapidement là-dessus. Déjà, et en remontant, parce que l'aurore vient du fond du ciel, il peut être utile de rappeler que, en tant que militant de la Nouvelle Conscience, du Rassemblement Nouvelle Conscience, président national des jeunes Nouvelle Conscience en 2016, à la présidentielle 2016, j'étais de fait et d'ailleurs de droit membre de la coalition de rupture qui a porté au second tour le président Patrice Talon. Donc, je suis d'abord initialement un militant de la rupture. Il s'est fait que vers la fin de la première année et progressivement au fil des mois et des 2 années qui allaient suivre, j'ai eu quelques difficultés de perception avec la mise en œuvre de l'action gouvernementale. Disons que je n'ai pas toujours été d'accord avec tout et j'ai exprimé bien souvent ce désaccord, ce qui progressivement m'a porté vers l'opposition. Mais en 2020 et en faisant le bilan de l'action déployée par le chef de l'État et son gouvernement, en faisant le bilan de mon positionnement politique, je suis arrivé à la conclusion que je pouvais être plus utile, même en ce qui concerne les actions que je faisais en tant que membre de la rupture à laquelle j'étais déjà affilié depuis le départ. Et donc, en décidant de revenir à la maison rupture, l'idée pour moi, c'est de considérer qu'il y a certainement des choses qui peuvent mériter d'être corrigées. C'est de l'intérieur qu'il faut trouver les mots nécessaires pour les faire entendre, pour les faire corriger. Mais il y a surtout beaucoup de bonnes choses qui ont été faites, beaucoup de bonnes choses qui continuent de se faire. Sur le plan des infrastructures, par exemple, plusieurs belles réformes aussi ont été mises en œuvre qui ont permis d'améliorer le paysage politique de notre pays. Et au regard de ces différentes raisons, de ces différentes réalisations, j'ai pensé très objectivement que ma place se trouvait dans la maison de la rupture et je suis arrivé là. Et depuis un peu plus de 2 années et demie que je suis arrivé, je déploie mon action au quotidien, bien souvent secrètement, parce que ma mission, comme j'ai pu indiquer,
Ce n'est plus désormais de venir sur les plateaux de télévision ou d'écrire des lettres ouvertes pour attaquer. Quand je pouvais avoir une observation à faire pour améliorer quelque chose, je trouve les canaux pour l'articuler et j'ai eu le sentiment d'avoir été bien souvent écouté et satisfait donc de ce parcours que je fais depuis mon retour à la mouvance. Ensuite, je me sens dans le devoir de mettre en exergue ce qui est fait de beau et de bon et chaque fois que c'est nécessaire, sur le plan des infrastructures, sur le plan de l'économie, sur le plan social, tout ce qui est fait de beau, de bon, de grand pour notre pays, je me déploie à l'expliquer, à le faire entendre. Justement, et c'est ce qui a justifié qu'après quelques 2 années, je crois, d'hibernation, vous avez récemment fait votre rentrée politique. C'était le 2 octobre dernier à Togudo, où vous avez déclaré que vous êtes officiellement membre du Bloc républicain, alors que beaucoup de gens vous voyaient beaucoup plus sous l'ombre du baobab. C'est vrai. J'ai beaucoup d'amitié au sein du parti concurrent, le principal qui est perçu comme ça, du Bloc républicain, qui est le parti Union progressiste, maintenant Union progressiste, le renouveau. Et c'est aussi vrai que par le passé, mon action militante me rapprochait plus de la gauche. Il faut faire face à la réalité, examiner soi-même son engagement et faire des choix qui correspondent au monde tel qu'il évolue, tel qu'il bouge aujourd'hui, et même à l'évolution de votre perception de la vie et des choses. D'une part, en ce qui concerne la destination Union progressiste, vers laquelle les gens me voyaient, cela n'était pas souvent fondé par autre chose que par le fait que j'étais proche de certaines personnalités politiques. Notamment Joseph Djabouenou, par exemple, Luc Atropo, oui. Mais comme j'ai pu dire, je suis très proche de Joseph Djabouenou, de Luc Atropo, qui sont mes amis, qui demeurent mes amis, de très bons amis et qui le demeureront probablement. Mais les choix politiques ne sont pas déterminés et il serait malheureux qu'ils soient déterminés seulement par l'amitié. Ensuite, même s'ils devraient être déterminés par l'amitié, j'ai de très bonnes amitiés aussi au niveau du Bloc républicain. Et j'ai eu l'occasion de dire que les gens ne savent pas non plus quels sont les rapports que j'ai avec le secrétaire général national du Bloc républicain, par exemple, avec le ministre Adambi, par exemple, avec les jeunes leaders du Bloc républicain comme Crescent Agossou, Hassan Yaouvi et bien d'autres. Dimitri Adampo, il faut le citer, bel ami. Et donc, au regard de tout cela, l'amitié, la proximité ne pouvait pas suffire. Il faut que d'autres éléments parviennent à construire le choix que vous faites. Je ne peux pas dire aujourd'hui en étant sincère que mes valeurs politiques et sociales ne sont plus ancrées et seulement à gauche. Elles ont une extension vers la droite. Elles ont une extension vers la droite parce que moi-même, je suis dans une profession libérale. Parce que moi-même, je crois en la vertu de l'économie de marché, à la libre concurrence, à la belle démonstration de force, de concurrence, de détermination qui naît, à l'émulation qui naît de la mise en concurrence permettant ainsi à tous les acteurs dans les secteurs où ils se trouvent de se surpasser. Et je pense que même avec de l'imperfection, aujourd'hui, notre génération vit dans un monde globalisé où il faut certes conserver les valeurs sociales parce qu'elles sont le soubassement, elles sont le visage humain de la société. Mais il faut, à côté de cela, déployer l'énergie de la libre concurrence en affaires. Et cela permet aux jeunes de pouvoir s'employer, de n'avoir point à attendre l'État avant de se déployer. Nous sommes bien loin maintenant désormais de l'État-providence. Et parce que nous sommes loin de l'État-providence, nous sommes dans la génération qui entreprend. Et la génération qui entreprend est une génération de droite, qu'elle le veuille ou pas. De fait, quand on exerce une position libérale, on n'est déjà pas à vocation dans la pleine expression de la droite. On est à la fois dans la recherche de l'efficacité, et de l'efficacité dans les performances, mais l'efficacité également dans les résultats et donc dans les gains qu'il faut avoir. Et selon vous, toutes ces choses sont au Bloc républicain, c'est ça? Oui, parce que le Bloc républicain est tout naturellement, et cela est affirmé comme tel, un parti de droite. Il ne s'en cache pas. Mais au-delà de ça, c'est que le Bloc républicain est un parti d'inclusion. C'est d'ailleurs de toutes les formations politiques que nous avons au pays,
le seul parti politique qui est en son sein une organisation des jeunes qu'on appelle l'organisation de la jeunesse du bloc républicain, qui est en son sein une organisation des femmes qu'on appelle l'organisation des femmes républicaines, qui est en son sein une école, l'école du bloc républicain. À partir de ce moment-là, vous comprenez que les facteurs essentiels qui me meuvent, les facteurs qui me déploient, les facteurs qui consistent, l'essentiel de mon engagement politique trouvent leur milieu d'expression. Puisque quand on parle d'une école politique, c'est quand même l'espace dans lequel, virtuel il peut être, dans lequel on transmet le savoir et le savoir-faire sur la façon dont se construit, dont se conduit un État. Or, moi je suis un produit de l'École nationale d'administration et de magistrature. L'École nationale d'administration a vocation à former l'élite, à former ceux qui vont diriger le pays. C'est le métier que j'ai appris. Dès cet instant, il est tout naturel que lorsque je me trouve dans un parti politique, qu'il y a une école qui forme les jeunes, qui forme les militants, ce parti ne peut être que le mien, parce qu'il permet que j'exprime moi-même ce que je peux apporter et que j'apprenne moi-même à mon tour, faisant de ce parti politique un espace de donner et de recevoir. Très bien, vous êtes plein membre militant du Bloc républicain et après votre rentrée politique, la nouvelle sortie que vous avez vraiment eu à faire, c'est celle qui a consacré la naissance de la Sentinelle républicaine dont vous êtes membre Sentinelle républicaine. Pour dire quoi et pour faire quoi concrètement? Merci. D'abord, la Sentinelle républicaine, comment faut-il la définir? Faut-il dire que c'est un groupe? Faut-il dire que c'est un mouvement? Faut-il dire que c'est une organisation? Les gens se posent des questions. Oui. Mais la Sentinelle républicaine n'est ni un groupe, ni un groupement, ni un mouvement. La Sentinelle républicaine, c'est en fait un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Quel est cet état d'esprit? Il consiste, pour un membre du Bloc républicain, à se dire, moi je me porte comme défenseur de mon parti. Et si donc quelqu'un s'attaque au parti, si il s'attaque aux institutions qui régissent le parti, s'il s'attaque au leader du parti, il s'attaque à moi et je me déploie à défendre le parti. Une sentinelle, c'est un gardien. C'est la personne qui est préposée à la porte pour surveiller les gens mal intentionnés qui pourraient avoir à l'esprit de s'attaquer à la maison. Donc, être sentinelle républicaine, c'est une chose qui, disons, s'impose presque à tous les militants du Bloc républicain, parce que comme militant d'un parti politique, on présume que vous l'aimez. Et si donc vous l'aimez et qu'il est traîné dans la boue, vous vous sentez dans le devoir de vous lever. C'est pour cela que nous autres, nous nous sommes levés comme cela, nous nous sommes constitués et nous avons dit, nous sommes la sentinelle républicaine, c'est-à-dire la défense érigée devant la maison Bloc républicain pour qu'elle ne soit pas attaquée de façon malveillante par des personnes mal intentionnées. Très bien, le Bloc républicain vient de déposer la liste de candidatures pour les législatives de janvier 2023 à la Sénat, comme bien d'autres partis politiques. Dites-nous, Constantin Amoussou, est-ce que votre nom est sur cette liste-là? D'abord, je voudrais relever que notre parti a travaillé de façon très sereine, a reçu plusieurs milliers de dossiers et de façon méticuleuse à regarder, examiner le mérite en tenant compte de tous les facteurs qui le caractérisent, à savoir l'inclusion des jeunes et des femmes. Il est surtout aussi resté comme un parti qui s'ouvre, c'est-à-dire comme un parti qui n'est pas replié sur lui-même, mais qui s'ouvre aux nouvelles forces qui arrivent, aux nouvelles compétences, aux nouvelles vocations qui arrivent et qui veulent l'enrichir de leur parcours, de leurs idées, de leurs contributions. Et moi, je voudrais lui exprimer ma gratitude parce que je fais partie de ceux qui ont eu la chance d'être retenus pour le compte de leur circonscription électorale, la mienne étant la 6e, pour défendre vaillamment les couleurs du Bloc républicain le 8 janvier 2023. Oui, vous n'êtes pas le seul jeune à avoir adhéré au Bloc républicain, notamment par ces temps-ci. Il y a bien d'autres personnes qui ont fait des adhésions. Mais on se pose la question de savoir, mais pourquoi Constantin? Comment est-ce que vous avez fait pour que le parti ait trouvé nécessaire de vous mettre sur la liste? Dites-nous. Oui, ça, bon, vous savez, j'ai dit, et j'aime bien cette formule,
L'aurore vient du fond du ciel. Ce n'est pas de la prétention. Chaque militant qui vient au Bloc républicain est accepté. Il est accepté pour ce qu'il paie, ce qu'il vaut, ce qu'il peut apporter, pour sa disponibilité. À la vérité, beaucoup penseraient que je suis arrivé au Bloc républicain seulement le 2 octobre 2022, ce qui est une perception erronée. Ce que l'on ne sait pas, c'est que ça fait 2 ans que je chemine avec le Bloc républicain, même si je n'ai pas fait d'action publique pour le montrer. Depuis 2020, donc, le Bloc républicain et moi avions commencé des démarches qui devraient déboucher sur une déclaration officielle d'adhésion, mais il s'est trouvé que l'avènement de Covid-19, empêchant les événements politiques et culturels et n'importe quel autre de grand public, nous avons de façon continue renvoyé au calendrier grec et cette célébration. Mais nous avons de fait procédé à l'adhésion et à la foi de ma personne et des autres mouvements et groupements qui me soutenaient, de sorte que dans les structures internes du parti, les structures décentralisées du parti, les groupements et les éléments qui les animent, à mon niveau, ont été déployés dans toutes les cellules de base et ont commencé à remonter vers les cellules un peu plus haut au sommet. C'est vrai que ce processus a été un peu suspendu lorsque nous avons eu l'adhésion de l'UDBN, parce qu'on devrait faire le même processus qu'on a fait avec moi, avec l'UDBN, pour faire remonter ces éléments, pour les mettre désormais en osmose avec la base de notre parti, oui, et les faire remonter. Mais là, il y a eu entre-temps mal donné. L'UDBN a claqué la porte. Et donc, lorsque moi j'ai fini par trouver le temps qui était le plus disponible et que j'ai finalisé les discussions avec le parti sur ce que pouvaient être les attentes à la fois des groupements et mouvements qui me suivent et les miennes propres, parce que nous sommes en politique et tout se discute. Je discute des idées que je veux apporter, je discute de ma contribution, je discute de ce que le parti peut m'offrir. Et donc, à la suite de tout cela, il y a donc eu l'adhésion officielle, mais à l'occasion de ma rentrée politique, de ces mouvements et groupements que vous avez vus parce que vous étiez le reporter de, disons, le jour-là, la cérémonie. Et il est normal, vu quel est mon parcours, moi qui ai déjà été candidat aux élections législatives en 2011 et qui ai fait 10 000 voix à Godomé et plus de 7 000 à Togoudou, que le parti reconnaisse ce qui peut être ma contribution et donc veuille que je sois en état de reverser, disons, ce patrimoine-là au profit du Bloc républicain. Très bien, vous avez donc la confiance du Bloc républicain aujourd'hui, puisque vous êtes sur la liste candidat, donc, mais au-delà de la confiance, vous avez dû remplir certaines conditions avant que le parti ne vous positionne. Et parmi ces conditions-là, il y a par exemple la régularité vis-à-vis du fisc, le quitus fiscal qui est revenu dans le débat tout récemment. On a l'impression que, eh bien, puisque les gens de la mouvance s'en sont plaints le moins, on a l'impression que ce sont apparemment les candidats de l'opposition qui ont des difficultés à l'obtenir. Oui, regardez, moi je suis militant du Bloc républicain, parti de la mouvance. Mon quitus, je l'ai eu le samedi dernier, ça ne fait pas une semaine. C'est-à-dire, on était déjà en pleine période de dépôt des dossiers. Le mercredi, les dépôts de dossiers ont commencé depuis le vendredi ou le jeudi. Et je n'avais toujours pas mon quitus. Quand même, je sors de la mouvance et que j'ai fait ce qui me paraissait nécessaire vis-à-vis du fisc. À la vérité, c'est que c'est dans l'esprit, même souvent de nous-mêmes, que se situent les présomptions, les craintes et les peurs. J'ai vu beaucoup de militants de l'opposition se plaindre, se morfondre, etc. et tout. Mais quand finalement ils ont eu les quitus fiscaux, ils n'ont rien dit. Enfin, ils ne sont pas revenus sur les médias dans la paix pour dire ah, finalement j'ai eu mon quitus fiscal. Il faut être serein. Il y a un manque de sérénité. Peut-être qu'il découle du fait que par le passé, ils n'ont pas réussi à aller aux élections. Et donc, ils ont peur qu'ils n'y arrivent pas. Et alors même qu'ils vivent les mêmes difficultés que tous les autres citoyens, y compris les militants de la mouvance, ils pensent. Moi, j'ai vu des gens de la mouvance, enfin de l'opposition, le samedi, ils disent « Ah, même toi, tu es dans les cas. Ah, même toi, ah, même toi. » Je dis « Mais qu'est-ce que vous pensez? Ce n'est pas une question de mouvance ou d'opposition. C'est une question générale d'organisation, de structuration et d'examen
Parce que cette réforme a été quand même instituée pour que celui qui va voter les lois et qui a voté la loi sur le crédit fiscal se montre, ou qui veut voter la loi désormais, se montre lui-même le plus exemplaire possible en étant quitte vis-à-vis du fisc. C'est une obligation de moralité, d'exemplarité que l'on impose aux députés, enfin aux futurs députés. Donc je comprends tout à fait que le crédit fiscal soit un document examiné avec beaucoup d'attention, que les données fournies par les contribuables qui sont candidats soient examinées de façon minutieuse par le fisc avant de procéder à la délivrance de ce document. Mais à la fin, je pense qu'il y a plus de peur que de mal, parce que même les opposants qui se plaignent, et j'ai commencé par entendre que « Ah, j'ai eu ça, hein, ah, j'ai eu ça ». Souvent, ce n'est plus publiquement qu'on vient le dire. Ça signifie très bien que la peur, c'était beaucoup plus une perception. Très bien, les listes ont été déposées déjà, et quand on prend les partis de la mouvance, les deux grands partis les plus représentatifs aujourd'hui, quand on voit la configuration des listes, est-ce qu'on n'a pas le sentiment que le renouvellement de la classe politique, le rajeunissement de la classe politique, tant crié ça et là, et qui fait même partie de, je dirais, du credo de certains partis politiques, est-ce qu'on n'a pas le sentiment que ce n'est pas pour bientôt? Puisqu'on a revu sur les listes des personnes quand même qui totalisent 3-4 législatures, qui auraient pu quand même faire de la place à d'autres personnes. Merci. En fait, il y a plus souvent le pas de la perception sur la réalité. Je vous donne un exemple. Au niveau du bloc républicain, sur la liste que nous avons présentée, nous avons autour de 45% de jeunes, plus de 43% de jeunes, c'est-à-dire de personnes étant tout au plus dans la quarantaine. Tout au plus dans la quarantaine. Ensuite, nous avons 28% de femmes. 28% de femmes. Et les autres sont, disons, la vieille garde, l'avant-garde. Quand vous voyez cette configuration, peut-on penser objectivement qu'il y a plus d'anciens que de nouveaux? La réponse est non. Le fait est ceci. Les gens pensaient qu'il fallait du jour au lendemain balayer systématiquement tous les anciens qui étaient là. Alors que nous savons, selon la sagesse, que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Premièrement. Deuxièmement, c'est une question de proportion. Quand on dit peut-être le nom d'un député, un ancien, bon, je ne donnerai pas de nom, les gens entendent, ils disent, bon, lui, on le constate longtemps qu'il est là. Mais si c'est 10 noms sur la liste, les 8 autres noms qu'il y a sur la liste et qu'ils ne connaissaient pas, ça ne les intéresse pas. Alors que c'est eux qui sont les nouveaux qui sont en train de monter. Et c'est eux qui sont les plus nombreux sur la liste. Voyez-vous? Donc, ils recherchent les noms qu'ils connaissent et quand ils trouvent un nom qu'ils connaissent, ils disent, waouh, lui revient encore. Mais il y a 10 autres noms sur la liste qu'ils ne connaissent pas. 20 autres noms sur la liste qu'ils ne connaissent pas. Et ils ne voient pas, ils disent qu'il n'y a que les anciens. S'il n'y avait que les anciens, on verra une liste où, venez chez moi dans la 6e session électorale. Le seul député qui est sur notre liste, c'est ancien député, il vient de faire un seul mandat. Sopo Ekpe, Nathanaël. Tout le reste, c'est des gens qui n'ont jamais siégé à l'Assemblée nationale. C'est rien que des jeunes. Rien que des jeunes. Bon, oui, quand on dit rien que des jeunes, il y a une ou deux personnes, une personne singulièrement d'âge mûr, celui dont je suis le suppléant, l'ancien ministre Valentin Sopin, mais c'est tout. Le reste n'était que des jeunes de 30 ans, 40 ans, 32 ans, parfois 28 ans. Et on dit qu'il n'y a pas de renouvellement de la classe politique. Ensuite, quand vous avez les ministres là qui sont positionnés, les inscrits, mais les ministres, si à l'issue de l'élection, ils sont élus et puis ils vont reprendre leur poste ministériel, c'est leurs suppléants qui, bien souvent, sont des jeunes, qui ont 30 ans, qui ont 35 ans, qui vont se retrouver à l'Assemblée nationale. Même les députés anciens que l'on voit, quand ils ont quand même des suppléants, quand ils auront été élus, si le chef de l'État estime avoir besoin d'eux ailleurs, plus utilement, bien évidemment, ils peuvent ne plus être là et on verra des jeunes monter. C'est donc un peu comme cela qu'il faut voir ça. Il y a le renouvellement, en tout cas au niveau du bloc républicain, il est effectif. Il me semble qu'un peu globalement, dans la formation politique, tout au moins celle liée au chef de l'État, cette dynamique est respectée. Au Bénin, chaque élection a un enjeu. Selon vous, quel est l'enjeu des législatives de janvier 2023? Le premier enjeu, c'est l'enjeu de la participation. Vous savez, ces dernières années, le taux de participation aux élections s'est dégradé. Il a dégringolé, passant de l'ordre de 60%, 70% par le passé, et juste dans les ordres autour de 20%. Et c'est un recul.
C'est un recul significatif. Ça a été parfois un peu plus que 20%, mais c'est un recul par rapport, en termes de participation, je voulais bien dire, par rapport aux résultats que nous avons par le passé. Aujourd'hui, nous avons l'obligation de remobiliser nos compatriotes qui, pour diverses raisons, ne votaient plus. Mais ils sont compris eux-mêmes, parce que moi, l'année 2020, j'étais candidat sur une liste de l'opposition qui, malheureusement, n'a pas pu remplir toutes les conditions pour être validée. Mais en plus dans notre dossier de candidature et surtout à notre plan de projet de société pour les communes, j'ai décidé de faire avec mes militants, mes soutiens, le tour de ma circonscription de ma commune, la commune d'Amoué-Calavi, pour aller rencontrer les militants, pour leur dire, j'étais de l'opposition en 2020, pour arrêter avec eux les points sur lesquels nous allons travailler comme point d'intérêt pour eux dans le cadre du projet de société, le projet de ville. Mais nous avions découvert, partout où nous passions, tellement d'infrastructures de développement, les voies, l'éclairage public, les infrastructures sanitaires, que nous nous sommes arrêtés en disant, mais écoutez, nous sommes en train de dire que Talon n'a rien fait. Mais les gens que nous voyons, que nous rencontrons, eux-mêmes, ils témoignent. Nous-mêmes, nous passons, voilà les voies sur lesquelles nous passons pour partir. Si nous continuons notre discours et que nous venons ici dire aux gens, Talon n'a rien fait, ils vont nous renvoyer. Et donc, il faut que nous retrouvions les façons dont il faut articuler et ajuster notre discours. Ça veut dire que si l'on veut être sincère, même lorsque l'on n'est pas d'accord avec Patrice Talon, l'on doit être d'accord sur ce qui se fait de beau et de grand qui métamorphose notre pays. J'ai donné quelques exemples la dernière fois en termes d'infrastructure. Si j'avais l'occasion de m'y étendre, je le ferai. J'ai donné quelques exemples. L'éclairage public, entre 2016 et maintenant, c'est plus de 15 000 candélabres qui ont été déployés dans tout le Bénin, qui règlent à la fois la question de la modernisation de la ville, mais des villes, et également de la sécurité. Et dans le cadre du projet Lumière pour tous, bientôt, et avant la fin 2026, on sera 85 000 candélabres de nouvelle génération à travers tout le Bénin. C'est tous les arrondissements du Bénin qui seront éclairés. Justement, l'enjeu principal, c'est la participation. C'est la participation. Très bien. Et donc, quand nos citoyens bénéficient de ces ouvrages-là, ils comprennent eux-mêmes qu'ils ont le droit de voter et d'accompagner cet effort. C'est pour ça que j'étais en train de remettre tout cela en exergue, pour dire qu'ils ont des raisons de voir cela continuer, parce que c'est dans leur intérêt. Justement, pour chuter, Constantin Amoussou, nous allons chuter par ceci. Rapidement, vous allez nous dire, on entend dire que vous avez fait le tour du Bénin à moto, c'est vrai? Oui. D'ailleurs, comme vous savez, je suis arrivé ici encore avec ma moto ce matin. J'ai fait le tour du Bénin, j'ai été dans 350 arrondissements sur les 546. J'ai été dans les 77 communes. De fond en comble, j'ai touché le Bénin de près, nos compatriotes de près, leurs préoccupations, leurs réalités, leurs difficultés, leurs souhaits. Et d'ailleurs, j'ai l'occasion de refaire tout prochainement encore ce tour pour apprécier. D'ailleurs, j'ai fait de temps à autre, mais je n'ai pas fait aussi complet que je l'avais fait au départ, pour apprécier tout ce qui a pu évoluer entre ce moment et aujourd'hui. Mais je suis subjugué lorsque je fais un peu brièvement le point en ce qu'était le Bénin en ce moment en 2018. Le gouvernement n'était installé que depuis 2 ans. Beaucoup de choses étaient encore à l'étape d'étude. Et 2022, parce que mine de rien, ça fait 4 ans déjà, mais considérablement les choses ont bougé. Et c'est un honneur pour moi de pouvoir témoigner désormais de ce qui a pu se faire de grand et de beau pour notre pays par le régime de Patrice Talon. En 15 secondes, votre mot de la fin. Merci bien. Je voudrais vous remercier pour l'honneur qui m'est fait d'être ici reçu. Remercier les téléspectateurs, remercier les internautes. Et leur dire que pour moi, c'était un plaisir d'avoir été en leur compagnie et que le plaisir sera renouvelé de les retrouver bientôt et plus souvent encore. Très bien, merci Constantin Amoussou, merci d'être venu, merci d'avoir répondu donc à notre invitation. Amis internautes de Guérit TV Monde, l'émission, la vraie version de ce dimanche 6 novembre 2022 tire à sa fin avec notre invité Constantin Amoussou. Nous avons discuté des législatives de janvier 2023. Vous le savez désormais, il est positionné sur la liste du Bloc républicain dans la 6e circonscription électorale au poste de 2e suppléant. Eh bien, vous le savez désormais, il est candidat et les jours prochains, nous donnerons l'occasion de savoir s'il sera honorable ou pas. Merci de nous avoir suivis. À dimanche prochain.